Si je te dis Avatar, tu penses à quoi? À ses combats épiques? À la vengeance de Zuko? J'ai toujours dû lutter et me battre et c'est ce qui m'a rendu plus fort. À sa musique? Parce que récemment, je me suis posé la question. Pourquoi plus de 20 ans après sa sortie, on parle toujours autant de cette série? C'est vrai, pour toute une génération, Avatar reste probablement l'œuvre la plus marquante de son enfance. Avec encore aujourd'hui un débat central qui nous obsède tous. C'est quoi le meilleur élément? Celui qui est plus fort que les autres, qu'on choisirait si on était dans l'univers? L'eau, la terre, le feu, l'air, les 4 grandes nations. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Ah ouais, qu'elles vivent en harmonie. Parce qu'Avatar, c'est avant tout une histoire d'équilibre. Aucun élément n'est plus fort que l'autre. Et à travers ces 3 saisons, la série respecte toujours ses codes internes, son système, pour que, tout du long, on continue à croire à ses enjeux et à la progression de Aang. Alors qu'à la base, il est l'élu. Et ça, on nous le dit dès le premier épisode. Je sais, tu es un maître de l'air. Exactement. Même avant, dès les premières phrases du générique. Mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar. Un fils de l'air appelé Aang. Ça n'a jamais été un secret. On sait qu'il va restaurer la paix dans le monde et vaincre la nation du feu. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Et pourtant, l'histoire fonctionne. La progression est respectée. Aang continue de gagner, comme prévu. Et on kiffe quand même. Pourquoi? Parce que l'univers respecte les 3 règles du pouvoir. Et ces règles, on va les voir ensemble à travers différentes œuvres, pour comprendre comment Avatar, le dernier maître de l'air, a fait pour peut-être devenir la série parfaite. Dans les films et les séries, s'il y a bien une chose qui nous fascine, c'est la puissance. Le pouvoir qu'un personnage exerce sur les autres, sa capacité à imposer sa volonté, à faire ce que personne d'autre ne peut faire. C'est un concept qu'on comprend tous. Certains dominent par l'intelligence, d'autres par les ressources. Et puis la plupart dominent simplement par la force. This is Sparta! Et dans notre monde, la notion de pouvoir est évidemment limitée par la réalité. Walter White ne va pas devenir résistant aux balles ou traverser les murs. Who are you talking to right now? Thomas Shelby ne va pas cracher du feu ou gagner une bagarre en 1 contre 10. Ils sont humains. Alors que dans la fiction, et surtout dans la fantasy, c'est terminé. Les limites disparaissent. Un personnage peut voler, déplacer des montagnes, lire dans les pensées, il peut même voyager dans le temps. Yeah, like a time machine. Il suffit d'inventer un pouvoir qu'on a vu en rêve la veille pour qu'il existe dans notre histoire. You want to know my powers? Et c'est comme ça que des œuvres comme Invincible ou One Punch Man voient le jour. 100% irréaliste. C'est précisément là que le problème commence. Parce qu'on veut quand même y croire. Croire que c'est possible, que c'est logique même. Alors il faut créer une échelle du pouvoir, un moyen de mesurer facilement l'étendue des capacités de quelqu'un, avec un besoin central. Toujours créer un risque de danger. Le personnage peut gagner, mais il peut aussi perdre. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Mais plus il est puissant, plus il est difficile de créer une inquiétude auprès du public. Et pourtant, le dernier maître de l'air fonctionne à merveille pendant 3 saisons. Alors qu'Aang possède sur le papier le potentiel de devenir le personnage le plus puissant de son univers, le seul à maîtriser les 4 éléments. Un garçon capable de vaincre en quelques secondes n'importe lequel de ses adversaires, dès qu'il active ses pouvoirs. Il nous reste alors une seule question centrale. S'il est surpuissant, comment est-ce qu'ils ont fait pour rendre son histoire intéressante? Et s'il y a bien un jeu qui a essayé de répondre à cette question, c'est bien Nevernest ou Everness. Imaginez, vous arrivez à Hétéro, une immense métropole où tout semble normal, jusqu'à ce que des anomalies surgissent un peu partout dans la ville et transforment complètement la réalité. Votre rôle devient alors simple, enquêter sur ces phénomènes pour ensuite les affronter. Mais avec la nouvelle mise à jour 999 Nights, NTE ne se limite plus à cette ville. Le jeu ouvre un tout nouveau continent inspiré de la fantaisie médiévale, avec ses volcans, ses terres glacées, ses lacs et même une forteresse de dragons. Et malgré ce changement d'univers, le jeu continue de respecter la même philosophie dans la conception de ses personnages et de leur puissance. Prenez le tout nouveau Esper, Shinku. Elle alterne entre une forme normale et une forme de déchaînement. Toute sa mécanique consiste à construire progressivement sa puissance avant d'atteindre son état le plus destructeur.
C'est exactement ce qui rend ces affrontements intéressants. Sa puissance ne repose pas simplement sur des statistiques plus élevées, mais sur des règles de power scaling que le jeu respecte. Parce qu'un personnage n'est jamais intéressant uniquement parce qu'il est puissant. Il le devient lorsque sa puissance est pensée, cohérente, et qu'elle possède ses propres limites. Et ça, NTE l'a parfaitement compris. Alors si vous voulez découvrir Nevernest ou Everness et sa nouvelle mise à jour 999 Nights, le jeu est disponible gratuitement sur PC, mobile, PlayStation 5 et arrive également sur Steam et l'Epic Game Store. Vous retrouverez le lien en description. Bon, ce qui rend un pouvoir réellement intéressant, ce n'est pas ce qu'il permet de faire. C'est plutôt de savoir jusqu'où il peut aller. À partir de quand, ce pouvoir n'est-il plus suffisant ? Pour faire simple, comment on crée des problèmes à notre bonhomme ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons de limiter un personnage puissant dans le but de lui créer de véritables obstacles. Et les créateurs, ils utilisent presque toujours les mêmes. La première, c'est le potentiel inexploité. Sur le papier, l'élu c'est déjà le plus fort. Après tout, comme son statut l'indique, c'est l'élu. À un détail près, il ne sait pas encore utiliser sa puissance. Dans Kung Fu Panda, Po est un panda plus qu'ordinaire. Tigresse. Sans réelle compétence, il vit comme serveur dans le restaurant de son père et rêve d'un jour pouvoir devenir un maître de Kung Fu. Un rêve qui semble totalement inaccessible au début du film. Jusqu'au jour où il est choisi par Maître Oogway en personne comme le guerrier dragon. Le guerrier dragon! Quoi? L'élu qui aura l'honneur d'accéder au rouleau sacré et défendre la Chine tout entière. Un guerrier tellement fort que ses prouesses font fantasmer le monde. À commencer par Tai Lung, le vilain de l'histoire. Le vrai guerrier dragon est de retour. Le seul problème, son corps à Po n'est pas prêt. Je croyais que tu étais prêt. Et encore moins son esprit. Chaque mouvement fatigue ses muscles, chaque coup est raté. Chaque tentative de faire du kung-fu se solde par un échec. Lorsque tu t'appliques, t'es nul. Et au fur et à mesure que l'histoire progresse, on apprend une chose. Le pouvoir existe déjà. Il est accessible. C'est en nous. Mais en lui. Po n'est pas encore capable de l'utiliser pleinement. Et toute l'attention du film repose sur une question. Quand est-ce qu'il arrivera enfin à révéler sa vraie nature ? Quand est-ce qu'il vaincra sa peur d'être un raté pour accepter qui il est vraiment ? Pour changer ça en guerrier dragon. Hein? Ici, le pouvoir fonctionne comme une promesse. Le spectateur sait ce qu'il attend. Le moment où le héros atteindra enfin son plein potentiel. Parce que le public respectera toujours plus un pouvoir qui se mérite plutôt qu'un pouvoir inexpliqué. C'est pourquoi on grince des dents quand Rey se met à utiliser la force mieux que presque tout le monde dans l'univers de Star Wars. Sans le moindre entraînement. Il n'y a aucun mérite au pouvoir, aucun apprentissage, aucune douleur. Ces formes de pouvoir donnent le sentiment d'être données gratuitement pour justifier une victoire facile ou le statut d'élu. Rey Skywalker. Et c'est là qu'Avatar ne fait pas cette erreur. Aang est bien la réincarnation de l'Avatar. Nous avons su que tu étais l'Avatar dès que nous t'avons vu. Mais il n'est pas du tout prêt à assumer ce pouvoir. Nous avons besoin de toi. Il possède le potentiel, mais il doit apprendre à l'exploiter. Il a besoin de grandir comme un enfant normal. Vous ne pourrez pas le protéger éternellement du destin qui l'attend. Au début de son histoire, il est avant tout un maître de l'air. Et c'est à travers les 3 livres qu'il apprend que maîtriser un élément n'est pas seulement une question de puissance. C'est une question d'entraînement, de discipline et de compréhension. Aang doit se durcir, devenir plus mature et accepter le prix à payer pour contrôler chaque élément. L'air représente la liberté, l'eau la patience, la terre la fermeté et le feu la volonté. Un feu qui peut détruire et qui exige un contrôle absolu. Après sa première utilisation, Aang finit même par en avoir peur, parce qu'il blesse Katara. Ça va, Katara? Je suis réellement désolé. Lors de son entraînement avec Toph pour maîtriser la Terre, il se retrouve face à une philosophie totalement opposée à celle de l'air. Et il galère à l'apprendre. C'est là qu'Avatar évite le piège de la facilité. Même s'il est l'élu, Aang doit apprendre à maîtriser les 4 éléments. Par l'entraînement, par l'expérience et par l'échec. Le spectateur ne regarde pas ce que le héros est, il regarde ce qu'il pourrait devenir. Il existe encore une manière de limiter un pouvoir et de le rendre intéressant. Là, on ne parle plus d'un potentiel inexploité ou d'un pouvoir bridé par l'inexpérience, mais plutôt parce qu'il coûte tout simplement trop cher. Parce qu'un pouvoir devient immédiatement plus intéressant lorsqu'il faut payer pour l'utiliser.
parce qu'il coûte trop d'énergie, trop de temps ou trop de douleur. Les shonen exploitent cette idée mieux que personne. Et l'exemple le plus célèbre est probablement Hunter x Hunter. Dans cet univers, tout repose sur le principal de Nen, une énergie interne que des personnages peuvent modeler de différentes façons. Mais la vraie force du système se trouve ailleurs. Les personnages deviennent plus puissants lorsqu'ils acceptent de se limiter eux-mêmes. Plus la règle qui leur permet d'utiliser leur force interne est contraignante, plus le pouvoir devient fort. Dans la plupart des œuvres, les limites réduisent la puissance. Dans Hunter x Hunter, elle la crée. Et si vous n'avez pas le temps de lire ce manga, vous loupez quelque chose, mais il faut comprendre que de manière générale, un pouvoir devient intéressant lorsqu'il oblige son utilisateur à sacrifier quelque chose. Et puis, il est encore plus marquant. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, probablement la phrase la plus célèbre de Marvel, et qui parle de pouvoir. Parce que Sam Raimi comprend immédiatement comment rendre Spider-Man intéressant. Peter peut sauver tout le monde, sauf lui-même. Pour protéger les autres, il abandonne progressivement sa propre vie. Il ne peut pas vivre avec celle qu'il aime. Il vit dans l'anonymat, dans la solitude et la pauvreté. Et lorsqu'il tente enfin de profiter de sa vie humaine, qu'est-ce qui se passe ? Il perd ses pouvoirs. Parce qu'il doit les perdre. Comme si le personnage lui-même refusait la possibilité d'avoir les deux. Et cette idée traverse toutes les versions du héros. Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man perd Gwen Stacy malgré les avertissements de son père. Tom Holland, dans La Douleur, perd sa tante May. What are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? Puis finit par être oublié de tous, même de MJ. Spider-Man est probablement l'un des héros les plus admirés de la pop culture. Thank you. Mais c'est aussi l'un des plus seuls. Et c'est précisément ce qui le rend intéressant. Le pouvoir a un prix. Toujours. Zuko est probablement l'un des personnages les plus intrigants de la fantasy moderne. Un prince qui a grandi dans l'humiliation, la haine et la domination. Vous allez apprendre ce qu'est le respect, et la souffrance sera votre professeur. Sous Ozai, la Nation du Feu ne reconnaît que la violence, la volonté et la force brute. L'honneur n'existe plus. Le pardon est perçu comme une faiblesse, et seuls les plus puissants sont respectés. Une seule chose compte, le pouvoir. Humilié par son propre père, Zuko cherche à regagner sa place à tout prix. Et c'est en le capturant qu'il pourrait retrouver son honneur. Et contrairement aux autres éléments, le feu vient de soi, de son énergie intérieure, pas de la nature. Mais non, la puissance de la maîtrise du feu vient du souffle, de la respiration, pas des muscles. Cette énergie grandit à mesure que sa colère augmente. Plus il se bat pour retrouver son honneur, plus la haine et la frustration l'envahissent. Et plus il devient fort. Du moins, c'est ce qu'il croit. Achevez-moi. Jusqu'au jour où il obtient enfin ce qu'il voulait. Et après 3 longues années loin du royaume, notre prince est enfin revenu, Zuko! Il retrouve sa place et comprend finalement que le pouvoir ne lui a rien apporté. Tu as retrouvé ton honneur, mon fils. Tu es le bienvenu. Alors, il abandonne tout. Et il rejoint Aang. Je vais rejoindre l'Avatar et je l'aiderai à vous mettre hors d'état de nuire. Avec cet abandon, il perd sa source intérieure. Il ne parvient plus à maîtriser le feu. Qu'est-ce qui se passe? Sa colère a disparu. Son pouvoir aussi. Pourquoi ça ne marche pas? C'était le prix à payer pour revenir sur le droit chemin. C'est peut-être grâce à ta rage que tu maîtrisais le feu. Tu n'es peut-être plus assez en colère aujourd'hui pour que ça marche. Renoncer à tout ce qui faisait sa force aux yeux de son peuple. Plus de puissance, plus de reconnaissance. Mais enfin, la paix. C'est alors que les dragons lui révèlent la véritable nature du feu. Non pas la destruction, mais la vie. Je comprends enfin. À partir de cet instant, Zuko ne tire plus sa force de sa colère. Il la puise dans le respect de la vie, de l'équilibre et de lui-même. C'est pour ça que ma maîtrise laissait sérieusement à désirer, parce que pendant toutes ces années, je n'ai pensé qu'à une seule chose, te tuer. C'était mon seul but. Et c'est peut-être là la plus grande leçon d'Avatar. Le pouvoir le plus durable n'est pas celui qui naît de la haine. C'est celui qui survit après avoir abandonné tout ce qui nous détruisait. Mais maintenant, je sais ce que c'est réellement. C'est l'énergie.
Et c'est la vie. Car le véritable coup du pouvoir est toujours celui qui transforme son possesseur. Sauf que ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, le personnage maîtrise parfaitement sa puissance. Elle ne lui coûte rien. Il peut l'utiliser quand il veut, contre qui il veut, et il n'a pas de prix moral ou émotionnel à son utilisation. Alors, une question apparaît immédiatement. Comment on fait pour éviter qu'il l'utilise de manière abusée ? Et là, on joue sur les convictions. Un élément qui va définir un des personnages puissants les mieux écrits de la fantasy. Gandalf. Pendant une grande partie du Seigneur des Anneaux, il ressemble à un simple vieil homme armé d'un bâton. Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Mais tout le monde sait que Gandalf, il n'est pas humain. C'est un esprit immortel, un être quasi divin, présent depuis des milliers d'années. Il a vu naître et disparaître des royaumes, affronter des créatures capables de détruire des armées. Et après avoir vaincu le Balrog, il revient encore plus puissant, sous la forme de Gandalf le Blanc. Cela ne se peut. Alors pourquoi est-ce qu'il passe son temps à conseiller les autres au lieu de régler les problèmes lui-même ? Jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Eh bien, parce que sa mission n'est tout simplement pas de sauver la Terre du Milieu. Il est là pour aider les hommes à se sauver eux-mêmes, au risque de les laisser perdre sans son intervention. Il pourrait faire davantage, mais il n'en a pas le droit. Et c'est précisément cette règle qui rend sa puissance intéressante. Gandalf n'est pas limité par son pouvoir, il est limité par sa mission. Et ça fait toute la différence. Mais en travaillant sur cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. Plus un personnage devient puissant, et plus son véritable problème doit se situer ailleurs que dans un combat. Parce qu'à un certain niveau de puissance, gagner n'est plus un défi. Le véritable défi, c'est d'obtenir quelque chose que la force ne peut pas donner. Et c'est exactement ce qui rend Homelander aussi fascinant. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Homelander est indiscutablement le personnage le plus puissant de l'univers de The Boys. Il peut voler, tirer des lasers avec ses yeux, résister à pratiquement n'importe quelle arme et tuer la plupart de ses adversaires en quelques secondes. Personne n'est réellement capable de l'arrêter. Personne n'est à sa hauteur. Et contrairement à Gandalf, Homelander n'est pas un sage. C'est un psychopathe. Il méprise les hommes, il se considère supérieur, presque divin. The only man in the sky is me. Sur le papier, rien ne devrait pouvoir lui résister. Il ne respecte donc absolument pas la première règle sur les limites. Et pourtant, Homelander possède une faiblesse. Une seule. Il veut être aimé. Pas craint, pas obéi. Aimé. I love you guys. Et ça n'a rien à voir avec son pouvoir. Ou plutôt, ça a tout à voir. Parce que c'est un problème que sa puissance est incapable de résoudre. I'm the face of the Seven, not you. Me. L'amour ne s'obtient pas par la force. Me? Aussi puissante soit-elle. They're protesting me. C'est précisément cette contradiction qui rend le personnage aussi intéressant. Parce que la question n'est plus « est-ce qu'il peut gagner ?» Ça, on connaît déjà la réponse. La vraie question devient « quand est-ce qu'il va craquer ?» Look at me. Homelander, c'est une bombe à retardement. Une bombe que personne ne sait désamorcer. Chaque conflit, I don't know you. chaque conversation avec quelqu'un qui défie son existence est un risque. Shut your mouth, young lady. Chaque humiliation, de la couverture bleue sur un lit, Who put the fucking blanket on the bed? ou rejette son fils Ryan, I'm your father, crée une peur pour le spectateur. not him. Parce que chaque remise en question de sa personne peut devenir l'étincelle qui déclenchera l'explosion. Et cette incertitude crée une tension permanente. What's your name? Parce que le public comprend immédiatement deux choses. Homelander est le plus fort. C'est incontesté. Il n'y a pas un humain ou un super qui puisse lui tenir tête. Mais ce n'est pas son vrai problème. Son vrai problème, c'est qu'en apparence, il possède tout. Mais qu'au fond de lui, il y a un vide. Et lorsque le vide devient trop dur à combler, il finit par tout emporter avec lui. Et là, vous commencez à vous dire, super la présentation, mais c'est quoi le rapport avec Avatar ? Eh bien, tout. Parce qu'Aang, c'est la même chose. On comprend rapidement que ses problèmes n'ont jamais été de battre Azula, Zhao ou Ozai. Évidemment, les duels sont intéressants, mais pas sans trop. La vraie mission, c'est de rester lui-même en gagnant. Son combat n'est jamais physique, mais interne.
Ses vrais problèmes sont ceux d'un garçon de 12 ans, qui a perdu son peuple il y a 100 ans. Mon peuple avait besoin de moi et je n'étais pas là pour l'aider. Tu ne savais pas ce qui Le monde avait besoin de moi et je n'étais pas là pour l'aider. Un garçon qui comprend que le poids du monde est sur ses épaules. Mais ce dont nous avons besoin, c'est du meilleur pour le monde. À travers l'histoire, il voit la guerre, la peur et l'impuissance. Lorsque l'espoir dans les regards devient trop lourd à porter, il doit accepter de ne plus fuir. Mais Aang, le monde entier espère depuis des années que l'Avatar revienne et mette enfin un terme à cette guerre. Comment veux-tu que j'y arrive? Aang doit assumer son rôle, apprendre les 4 éléments, vivre avec la disparition des siens. J'ai lâchement abandonné le monde. Le monde a besoin de toi aujourd'hui. Et il doit aussi accepter ses sentiments, son amour pour Katara, sa philosophie interne de ne pas tuer Ozai, et tout de même réussir à sauver le monde. Écoutez-moi, s'il vous plaît, nous ne sommes pas obligés de nous battre. La série ne nous raconte pas l'histoire d'une potentielle victoire. Elle nous raconte la manière dont Aang va l'obtenir. Et le pouvoir dans l'œuvre devient au final un service au personnage. Une contrainte même. Et c'est ça, la force d'Avatar. Et c'est la raison pour laquelle la série a réussi, là où la plupart ont échoué. Maintenant qu'on connaît nos 3 règles, l'apprentissage, le prix à payer et les convictions, ça y est, on a notre personnage puissant, cohérent et intéressant. Sauf qu'il reste une erreur à ne pas commettre. Le plus grand danger lorsqu'on écrit un personnage puissant, c'est d'oublier qu'on a déjà montré ce qu'il sait faire. Parce que plus une histoire avance, plus le personnage devient fort, plus il gagne de l'expérience, plus il découvre de nouvelles capacités. Et le public retient tout. Alors il existe une règle simple. Chaque pouvoir montré à l'écran crée une attente. Si votre héros est capable de résoudre un problème aujourd'hui, le public s'attendra à ce qu'il puisse résoudre le même problème demain. Logique, non? Pourtant, The Flash est probablement l'exemple le plus célèbre de ce problème. Au fil des saisons, Barry Allen devient de plus en plus rapide. Il faut bien mettre en évidence du progrès pour garder l'intérêt du public. Jusqu'à atteindre des vitesses absurdes. Il voyage dans le temps, traverse une ville en moins d'1 seconde et donne parfois l'impression que le monde entier est immobile autour de lui. À partir de ce moment-là, le public a compris une chose. Barry est capable de régler la plupart des situations en 1 milliseconde. Et c'est là que le piège se referme. Parce que si The Flash utilisait réellement sa vitesse à chaque épisode, la plupart des intrigues dureraient le temps d'une respiration. La série est donc obligée de le ralentir, de le faire hésiter, de le faire parler, et de lui créer des temps de réaction absolument incohérents avec ses pouvoirs. Il va perdre contre des adversaires beaucoup moins impressionnants que ce qu'il a déjà affronté. Et c'est précisément ce qui casse l'illusion de son pouvoir. Et ce phénomène existe partout. Quicksilver dans X-Men en est un autre exemple. Dans ses meilleures scènes, il se déplace tellement vite qu'il semble arrêter le temps. Il sauve des dizaines de personnes avant une explosion, chamboule complètement la cuisine et la scène autour de lui. Après avoir vu ça, le public comprend une chose. Quicksilver est impossible à toucher. Et pourtant, dans les films suivants, il se retrouve en difficulté face à Apocalypse et Jean Grey, qui ne devraient même pas pouvoir le voir bouger. Et s'il perd, ce n'est pas parce que son personnage a changé, mais parce que l'histoire a besoin qu'il soit moins fort pour justifier la nouvelle menace. Et le spectateur le remarque immédiatement. C'est ça, le véritable piège de la puissance. Et ce problème ne concerne pas uniquement les personnages rapides, il concerne tous les personnages puissants. C'est exactement ce qui est arrivé avec le final de la série Stranger Things. Dans la saison 4, Vecna est introduit comme un monstre en pouvoir mental et en manipulation, hallucination, télékinésie et télépathie. Ces capacités sont construites lentement, expliquées et comprises par le public. Et c'est ça qui fait de lui la menace ultime. En plus de ses compétences surnaturelles, il contrôle également les Démodogs, les Démogorgones et toutes sortes de créatures du monde à l'envers. Ce qu'il sait faire est donc acquis à travers les épisodes, et logiquement attendu par le public dans le combat final. Pourtant, rien de tout ça ne sera utilisé. Et les spectateurs ne comprennent pas. There has to be Demogorgon, bat, dog, like something. It's crazy if there's nothing there, I think. Parce que chaque démonstration de puissance crée une promesse, et l'audience retient toujours ses promesses. C'est aussi pour ça que la fin de Game of Thrones est aussi décevante. Bran est construit sur 7 saisons. Il devient le corbeau aux 3 yeux, capable de tout voir, présent, passé, rien ne lui échappe.
Il est également capable de prendre possession d'animaux. D'abord son loup, mais rapidement bien plus, jusqu'à même contrôler Hodor. Une démonstration de pouvoir massive, pleine de conséquences. Il peut changer le passé. Et le public enregistre cette information. Il accepte que c'est possible dans les règles de Game of Thrones. Et que ce qu'on montre est forcément un avertissement pour la suite. Va-t-il prendre possession d'un dragon durant le combat final? Va-t-il contrôler un guerrier? Plusieurs soldats même. Le roi de la nuit est son plus grand ennemi. Ils vont forcément s'affronter. Mais rien de tout ça n'est exploité. Les scénaristes ne savent plus utiliser Bran. Il est beaucoup trop puissant. Son pouvoir est devenu une contrainte. Alors on oublie ce qu'il sait faire. Et l'échelle du pouvoir dans Game of Thrones s'effondre complètement. Si Flash peut arrêter le temps aujourd'hui, il doit encore pouvoir le faire demain. Si Vecna contrôle un monde entier aujourd'hui, le public s'attendra à le voir utiliser cette capacité au prochain épisode. Le problème n'est donc pas la puissance. Le problème, c'est l'incohérence. Parce qu'à partir du moment où le spectateur comprend que les règles changent selon les besoins du scénario, il cesse de croire à l'histoire. Et Avatar ne fait pratiquement jamais cette erreur. Pendant 3 saisons, la série respecte constamment ses propres règles. Chaque nouveau pouvoir est expliqué, chaque nouvelle capacité possède une limite. Et surtout, chaque démonstration devient une promesse tenue. Lorsque Toph découvre la maîtrise du métal, cette capacité fait désormais partie de son arsenal. Lorsqu'on découvre la maîtrise du sang, la série prend immédiatement le temps de nous expliquer pourquoi elle reste exceptionnelle. La maîtrise du sang. Elle dépend de la pleine lune, et son utilisation est moralement condamnée. La puissance de la Nation du Feu explose sous la comète de Sozin. Celle des maîtres de l'eau augmente sous la pleine lune. Je sentais que la pleine lune m'enrichissait de son énergie. Ces événements ne sont pas des bonus scénaristiques. Ils obéissent à des règles établies longtemps à l'avance. Même Hiro suit cette logique. Lorsqu'il apprend à rediriger la foudre, la série nous explique précisément comment il a développé cette technique en observant les maîtres de l'eau. La compréhension des autres éléments et des autres nations t'aidera à devenir complet. Rien n'apparaît gratuitement. Rien n'est oublié. Et Aang en est probablement le meilleur exemple. Tout au long de la série, lorsqu'il combat uniquement avec sa propre maîtrise de l'air, il peut être mis en difficulté. Mais chaque fois que l'état d'Avatar prend le dessus, il devient pratiquement invincible. Sans exception. La série ne triche jamais avec cette règle, parce qu'Avatar a compris une chose essentielle. Un pouvoir n'est crédible que si ses conséquences le sont aussi. Les règles ne servent pas à limiter les personnages, elles servent à protéger la confiance du spectateur. Et au final, c'est peut-être pour ça qu'Avatar reste l'une des meilleures démonstrations de ce qu'est un bon système de pouvoir. Parce que la série ne fait jamais de la puissance son véritable sujet. Elle s'en sert pour développer des personnages. J'oublie parfois que ce gamin est un très puissant maître de l'air. En 3 saisons, Aang peut être résumé en 3 phrases. On comprend dès l'épisode 1 ce qu'il est capable de faire. Et on comprend aussi pourquoi il ne peut pas toujours le faire. Pourquoi tu ne nous as jamais dit que c'était toi l'Avatar? Et surtout, pourquoi il refuserait? Parce que j'ai jamais voulu l'être. C'est cette différence qui change tout. Les règles d'Avatar ne sont jamais floues ou changées au cours du temps. Elles donnent de la crédibilité au monde et du sens aux victoires. Et elles permettent au conflit d'exister ailleurs que dans les combats. Parce qu'un combat ne raconte qu'une seule chose. Qui est le plus fort? Alors qu'un personnage peut raconter la peur, le sacrifice ou le pardon. Son histoire peut parler d'amour et de culpabilité. Et au fond, c'est peut-être ça la plus grande leçon d'Avatar. On pourra toujours inventer le système de pouvoir le plus spectaculaire du monde. Même avec tous les pouvoirs du monde, tu n'en restes pas moins faible. Mais ce que le public finit toujours par retenir, ce n'est jamais le pouvoir, mais ce que l'on fait malgré lui. La perfection et le pouvoir sont affreusement surestimés.